les pédocriminels n'ont aucun tabou. Et par contre, il y a un tabou pour en parler. Aujourd'hui, on est à un moment crucial, il me semble, sur ce sujet des violences sexuelles faites aux enfants. Plus on sera nombreux à raconter ce qui nous est arrivé, plus la société prendra réellement conscience de ce fléau qui est en fait un crime de masse sur les enfants. S'il y a une audience publique, allons-y, racontons, confrontons. Ce jour-là, il y a eu des témoins, donc je l'attends. Épisode un peu spécial aujourd'hui dans Les gens du coin, vous allez écouter une version audio d'une interview vidéo de Frédéric Pommier. Le journaliste de France Inter était présent à Alençon dans l'Orne au mois de juin pour parler de son dernier livre, Derrière les arbres, publié chez Flammarion. Un retour singulier puisque c'est dans cette ville que l'écrivain a été victime de viols de ses 4 à 7 ans, agissement qu'il révèle aujourd'hui dans ce récit. Bon épisode. Je m'appelle Frédéric Pommier, je suis journaliste et je suis écrivain et je viens de publier chez Flammarion un livre qui s'appelle Derrière les arbres. Et Derrière les arbres, ça raconte un peu plus de 40 années de vie, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'un petit garçon qui devient un homme. L'histoire commence quand ce petit garçon a l'âge de 4 ans. Et ce petit garçon, il lui arrive de vrais malheurs puisqu'il est victime à plusieurs reprises de violences sexuelles. Ce sont 336 pages qui racontent la déflagration que peuvent provoquer les violences sexuelles sur une vie entière. Donc ces violences-là, je les raconte. Je les raconte à hauteur d'enfant. Je raconte ce qui se passe quand l'enfant a 4 ans, à 5 ans, à 6 ans, à 7 ans. Qu'à ce moment-là, il n'a pas vraiment les mots pour raconter d'ailleurs. Les mots, il les a un petit peu plus tard. Donc je raconte ensuite ce qu'a été mon adolescence, puis ce qu'a été l'âge adulte. Et puis je raconte aussi comment pour survivre, mon cerveau a fait en sorte que j'oublie, a fait en sorte que ces scènes traumatiques, ces crimes dont j'ai été victime, se réfugient pendant très longtemps dans un endroit de ma mémoire qui ne m'a pas été accessible jusqu'à la trentaine, au milieu de la trentaine. Qu'est-ce qui fait que soudainement ça revient en mémoire en fait ? Des lecteurs disent comment se fait-il qu'il ait attendu d'avoir 50 ans pour tout livrer ? Qu'est-ce qui a déclenché le fait que vous décidiez de coucher tout ça sur papier ? Moi j'ai connu ce que beaucoup de personnes qui ont subi des violences sexuelles connaissent, ça s'appelle l'amnésie traumatique. L'amnésie traumatique, elle est liée notamment par le fait qu'au moment des viols, le cerveau déconnecte. Il déconnecte pour pouvoir supporter ce qui est en train de se passer. Donc le cerveau, il oublie. La mémoire, elle oublie, mais le corps, il n'oublie pas. Et moi, pendant très longtemps, j'ai eu des manifestations physiques des traumatismes. Et puis pendant très longtemps, je me suis réveillé tous les matins avec les mêmes images. C'était un petit garçon et un géant. Je voyais que le géant, il faisait du mal au petit garçon et je pressentais que ce petit garçon, c'était moi. Puis, passé l'adolescence, j'ai commencé à dire aussi que je pensais qu'il m'était arrivé quelque chose de grave. Et puis, plus j'ai pris de l'âge, plus j'ai compris que ces choses-là, elles étaient liées à certaines parties de mon corps, en l'occurrence mes parties génitales, mes fesses, mon visage, ma bouche. Mais tout n'a commencé à devenir précis qu'au milieu de la trentaine, après une nouvelle agression, qui n'était pas une agression sexuelle, mais agression lors de laquelle je me suis défendu. Une agression où un homme en voulait à mon argent. Oui. Et cet homme m'a planté un cutter dans le cou et je me suis défendu. Et le fait de me défendre, ce jour-là, le fait de ne pas avoir été une victime, de ne pas avoir accepté d'être une victime, a, me semble-t-il, libéré dans mon cerveau l'espace nécessaire pour qu'enfin puissent ressurgir les souvenirs des crimes et de ces journées où je n'avais pas pu être autre chose qu'une victime puisque j'étais un tout petit garçon. Mais ensuite, donc là j'avais 33 ans, ensuite, moi, il m'a fallu encore une douzaine d'années pour comprendre réellement ce qui m'était arrivé. Et tout ça, ça explique qu'on ne parle pas
pendant des années. Et on ne parle pas parce que on n'est pas prêt à parler. Et on n'est pas prêt à parler parce que on n'a pas encore la capacité à tenir le récit. Et on n'a pas la mémoire de tout. Et moi, je me suis mis à parler au moment où je me suis mis à écrire aussi le livre. Et le moment où je porte plainte, donc je le fais quelques jours avant mes 48 ans, je le fais parce qu'enfin je suis prêt, parce qu'enfin je sais ce qui s'est passé. Mais comme j'ai été victime, après avoir été victime de viol, d'une amnésie traumatique qui, je pense, m'a permis de survivre, et en même temps était très compliqué à gérer puisque c'est des flashs qui reviennent, puisque c'est des sensations tout d'un coup, ce sont des peurs, ce sont des cauchemars, ce sont des visions, ce sont des tremblements de temps en temps. Mais tout ça, ça prend du temps. Donc l'amnésie traumatique, elle protège un peu, elle permet de survivre, mais elle retarde beaucoup la parole et la prise de parole. Moi, je n'ai commencé à pouvoir dire précisément ce qui s'était passé qu'à partir de la quarantaine. Moi, tout le temps où j'ai écrit ce livre, je me disais que je l'écrivais pour le petit garçon sur la couverture. Ce petit garçon dont j'ai compris, au moment où j'ai réfléchi à l'idée de porter plainte, qu'en fait tous les faits étaient prescrits. Et tous les faits sont prescrits depuis que j'ai 28 ans. À ce moment-là, j'avais aucun souvenir précis de ce qui s'était passé. Donc je me suis dit, si j'écris, c'est pour rendre justice à ce petit garçon auquel la justice ne rendra jamais justice. Et tout en écrivant, je me suis rendu compte aussi que je rendais sans doute justice à des millions d'autres petits garçons et petites filles auxquels la justice ne rendra jamais justice. Depuis l'apparition de ce livre, moi je suis stupéfait du nombre colossal de témoignages que je reçois, d'hommes et de femmes qui ont traversé les mêmes choses, d'hommes et de femmes qui ont été victimes de viols ou d'agressions sexuelles et qui n'ont jamais pu parler. Et qui me disent qu'aujourd'hui, en lisant ce livre-là, c'est pas leur histoire, c'est parfois très différent de leur histoire, et en même temps, c'est la même histoire. Ce sont les mêmes douleurs, ce sont les mêmes silences, ce sont les mêmes peurs, ce sont les mêmes hontes. Et ce que je ne mesurais pas, c'était comment la littérature pouvait avoir une utilité immédiate. Et dans les très nombreux retours de lecteurs que je reçois, ce sont des gens qui me disent que ce livre les aide à vivre, qu'en le lisant, ils se sentent moins seuls, qu'en le lisant, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas fous, que de le lire, de le faire lire à leurs proches, leur permet pour certains de se réconcilier avec leur famille, d'entendre dire leurs parents « oui, maintenant je te crois ». Pour certains, ça leur a permis de franchir une autre étape. Certains me disent « j'ai fermé le livre hier matin et hier après-midi, je suis allé dans un commissariat pour porter plainte ». Ça, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ce que certains me disent « je lis chaque ligne et chaque ligne me ramène à la lumière ». Et je me l'explique essentiellement par le silence, par les tabous qui continuent de toucher cette question-là. Il n'y a aucun tabou pour commettre des violences sexuelles. Les pédocriminels n'ont aucun tabou. Et par contre, il y a un tabou pour en parler. Et donc, les victimes sont victimes aussi de cela. C'est très dur de parler, mais c'est très dur aussi d'être entendu. Parfois, on parle et on est très déçu de la réaction de ceux qui nous écoutent, parce qu'il arrive encore très souvent que les gens ne croient pas celui ou celle qui raconte. Et ça, c'est insupportable. Donc certains ne parlent pas aussi parce qu'ils ont peur de ne pas être crus. Et donc ce livre, oui, il est aussi une invitation à prendre la parole, une invitation à se raconter. Parce que plus on sera nombreux à raconter ce qui nous est arrivé, plus la société prendra réellement conscience de ce fléau qui est en fait un crime de masse sur les enfants. 160 000 enfants par jour, ça veut dire combien de pédocriminels? C'est un crime de masse. Et plus on sera nombreux à parler, plus les pouvoirs publics prendront réellement cette question en considération, et plus on sauvera des enfants, je crois. Vous écrivez d'ailleurs que la prescription est la complice des violeurs. C'est un appel au législateur.
Dans ce livre, j'écris que la prescription est la complice des violeurs d'enfants, parce que souvent, les enfants, pour survivre, oublient. Et parce que souvent, même quand ils n'oublient pas, ils n'ont pas les bons mots au moment où ils sont censés les avoir. Moi, effectivement, quand j'ai su que tous les faits étaient prescrits depuis l'âge de 28 ans, alors que mes souvenirs étaient totalement imprécis et que j'étais incapable de porter plainte contre qui que ce soit à ce moment-là, ça m'a mis dans une colère noire. J'ai souhaité porter plainte la veille de mes 48 ans parce qu'avec la loi actuelle, la prescription court jusqu'à 30 ans après la majorité de la victime. Et moi, c'était prescrit déjà à ce moment-là. Et si moi, j'ai été capable de porter plainte juste avant mes 48 ans, pour d'autres, c'est encore bien après. Parce que d'autres, les souvenirs reviennent de façon précise à 50 ans, 55, 60, 70 ans. Donc cette prescription n'a pour moi aucun sens et elle est même une violence de plus pour les victimes. Sachant que de leur côté, les pédocriminels, eux, dorment tranquilles, ne sont jamais poursuivis, ne sont quasiment jamais inquiétés. Parce qu'en effet, ce crime de masse-là est un crime qui, le plus souvent, est un crime sans preuve. Donc la prescription pour les violences sexuelles sur les enfants, oui, je pense qu'il faut évidemment y mettre fin et qu'il y a plein d'autres choses à faire pour protéger, pour prévenir et pour essayer de réparer ceux qui subissent ce genre de crime. Il n'y a aucun nom d'auteur de crime dans votre livre et en même temps, par recoupement du travail des journalistes, Joachim Feuillot, l'ex-député maire d'Alençon, ex-maire d'Alençon et ex-député de l'Orne, a été identifié. Il a d'ailleurs, son avocat l'a dit, il reste présumé innocent et il est fait. Son avocat a confirmé une confrontation qui a eu lieu entre vous deux en février 2026 et il vient de porter plainte contre vous pour dénonciation calomnieuse. Vous vivez ça comment? Vous recevez tout ça comment? Entre la négation, la dénégation des faits et la plainte pour dénonciation calomnieuse. Alors cette plainte pour dénonciation calomnieuse, moi je ne l'ai toujours pas reçue. On m'assure qu'elle existe, donc j'en prends acte. C'est évidemment une violence supplémentaire. Et puis c'est une nouvelle tentative de me faire taire. Comme il a réussi à me faire taire quand j'avais l'âge de 7 ans, et à me faire taire pendant très très longtemps. Moi, je fais parfaite confiance sur cette chose-là en la justice. Et j'ai peu de doutes sur l'issue judiciaire de cette plainte pour dénonciation calomnieuse. D'abord parce que le procureur de la République de Caen a rendu un classement sans suite extrêmement motivé et qui me donne entièrement raison. Et ça, pour moi, c'est finalement une réponse de la justice. Un classement sans suite modifié uniquement par la prescription, mais dans lequel il explique que mes déclarations, mon récit est fiable et que c'est un récit de confiance et qu'il regrette de ne pas pouvoir mener davantage l'enquête. Après, que dire de plus ? Essayer de faire taire celui qui parle enfin, parler de calomnie, demander réparation, alors que moi, ça fait plus de 40 ans que j'essaie de me réparer. Plus rien ne m'étonne. Mais moi, aujourd'hui, j'ai gagné. Donc cette plainte, si elle existe, très bien, que la justice s'en saisisse. Et ça nous permettra de parler peut-être publiquement de cette histoire. S'il y a une audience publique, allons-y, racontons, confrontons. Ce jour-là, il y a eu des témoins. Donc je l'attends. Ce petit garçon sur la couverture, vous lui diriez quoi aujourd'hui? Ce petit garçon sur la couverture, je lui dirais que... qu'on est en train de se réconcilier.
Et que c'est pas mal qu'il soit toujours vivant.